Bonjour. Depuis avril 2013, nous donnons la parole aux candidats des élections municipales de 2014. Nous avons assisté à l'inauguration de sa permanence électorale en septembre 2013. Nous devions le revoir ensuite. Voici l'interview de Joseph Miniti, réalisée le 3 février 2014 à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Alors nous sommes le lundi 3 février 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi et cette personne, nous l'avons déjà rencontrée en septembre 2013 lors de l'inauguration de sa permanence électorale. J'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Eh bien écoutez, je m'appelle Joseph Miniti. Je suis également très content de vous revoir car ce que vous aviez réalisé à l'époque était de fort belle qualité, de fort belle tenue. Je vous en remercie. Et d'abord on s'est rencontrés la première fois, c'était l'inauguration de votre permanence puisque à l'époque vous vous présentiez tout seul. Exactement, c'était le 13 septembre précisément et j'inaugurais ma permanence électorale pour les élections municipales de la Seine. Nous sommes donc en février 2014 et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Parce qu'il y a eu plein d'épisodes vous concernant. Il s'est en effet passé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tout simplement, lorsque j'ai décidé d'être candidat à la mairie de la Seine, il y avait deux listes, déjà une première liste déclarée et j'étais la deuxième. Liste de droite, centre droit bien évidemment. Et puis suite à ça sont arrivées deux autres listes, ce qui fait que nous étions 4 listes, ce qui était inconcevable. C'était d'une grande imprudence de notre part, car nous risquions effectivement à 4 listes de disséminer les voix, peut-être même de faire arriver à la tête de cette mairie une équipe que nous ne voulions pas. Alors les épisodes, justement, on en revient ici parce que vous êtes présenté tout seul et après ? Et ensuite j'ai été approché par monsieur Daniel Canepa, qui est ancien préfet du Var, comme vous le savez, qui m'a proposé que nous nous regroupions tous les deux. Moi j'étais sans étiquette et il était également sans étiquette. J'ai accepté très vite car je pensais très sincèrement qu'à nous deux nous pouvions faire un tandem intéressant pour cette ville. Lui habitué des dossiers à porter, habitué à un certain nombre de choses avec bien évidemment de par son passé professionnel des réseaux, des connaissances que je n'avais peut-être pas. À l'inverse, j'avais la connaissance du terrain, du territoire de la Seine et l'expérience de la gestion puisque j'ai été élu dans la municipalité d'Arthur Pecht. Donc je pensais que nous pouvions effectivement faire un tandem intéressant pour les Seinois. Et alors ? Eh bien alors, oui. Alors donc nous nous sommes rapprochés, bien évidemment. Nous avons fait un bout de chemin ensemble jusqu'au jour où est arrivé Jean-Pierre Collin. Et puis nous avons tenté un regroupement également de cette troisième liste avec Jean-Pierre Collin. Et puis malheureusement, je dis bien malheureusement parce que je pense que à nous trois, nous étions le ticket gagnant à coup sûr. Malheureusement, très vite, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des impossibilités sur cette union, des impossibilités majeures qui risquaient, en cas de victoire, de nous rendre inéligibles. Donc, nous avons discuté très longuement de cela et suite à cela, monsieur Canepa s'est retiré. Donc, je suis resté avec Jean-Pierre Collin, avec lequel j'ai les meilleures relations. Nous avons un programme, il a un programme plus exactement qui est extrêmement rapprochant de celui que j'avais mis en place. Nous avons décidé, Jean-Pierre et moi, de continuer tous les deux jusqu'au 23 mars. Alors vous le savez, j'ai interviewé Jean-Pierre Collin et d'ailleurs nous sommes dans le même bureau quelques temps plus tard où j'ai interviewé Jean-Pierre Collin. Est-ce que vous avez vu le sujet ? Je ne l'ai pas vu. Vous savez, une campagne électorale, c'est toujours une période très agitée. Nous sommes tous très surmenés. Nous travaillons le jour, nous travaillons le soir, nous travaillons la nuit. Donc non, je suis tout à fait confus, mais je ne l'ai pas vu. Alors c'était pour vous dire qu'il nous a reçus, alors j'en profite pour dire que c'est peut-être une performance, on a réussi pratiquement à voir tout le monde, puisque je devrais voir la personne du front de gauche mercredi si tout va bien, j'aurais bouclé donc tout le monde, je suis quand même assez content, vous y compris. Eh bien écoutez, oui, c'est une performance que d'avoir tout le monde comme vous le faites, et je vous en remercie, parce que enfin, dans une ville, nous avons un porte-voix, si je puis dire, quelqu'un qui se fait l'écho du message que nous souhaitons faire passer, de cela je vous en remercie. Alors je l'ai
expliquer également, c'est un petit peu pour ça que je vais vous voir, je ne sais pas si on va pouvoir vous appeler un précurseur, parce que j'ai décidé qu'on avait vu les têtes de liste. Je vous rappelle qu'on a commencé donc nous en avril 2013, et je vous l'ai dit, vous n'êtes plus tête de liste, et je ne vois pas au nom de quoi je ne viendrai pas vous voir, parce que s'il est normal que je donne la parole aux têtes de liste, j'estime qu'il est normal aussi qu'on donne la parole aux politiques, même s'ils ne le sont pas. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien écoutez, me concernant, je n'ai aucun état d'âme. Moi, mon investissement n'avait pas pour but d'être maire de la Seine pour un titre, pour une vanité quelconque personnelle. Non, pas du tout. Ma seule ambition était de tenter de remettre cette ville dans la direction qu'elle a quittée il y a bien longtemps, qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Donc de remettre cette ville en marche vers un succès certain, et cela pour les Seinois. Donc personnellement, je n'ai eu aucun état d'âme, je vous le disais à l'instant, à me ranger derrière Monsieur Canepa dans un premier temps, et puis me ranger maintenant avec Jean-Pierre Collin, avec lequel nous formons une équipe tout à fait homogène dans une entente parfaite. Moi, ce que j'avais à vous dire, c'est que quand en avril 2013, et même avant, je regardais certains sites politiques ici, donc à la Seine-sur-Mer, et où je vous voyais en photo, tous. Jamais j'aurais imaginé pouvoir mettre un interview en face de chaque photo. On s'était promis, lors de l'inauguration de votre permanence, c'était en septembre, de se revoir. Donc, il est tout à fait normal qu'on se revoie, même si c'est quelques temps plus tard. Alors, on va quand même survoler, justement, nous sommes dans le bureau de Jean-Pierre Collin. Quel est votre rôle, alors, en fait, ici? Eh bien, écoutez, mon rôle, c'est le rôle d'un colistier dévoué, tout simplement. J'aide Jean-Pierre Collin à mener cette campagne. Certains vous diront que je suis le numéro 2. Oui, pourquoi pas, mais bon, personnellement, je ne vois pas les choses comme cela. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions gagner cette mairie, reprendre cette mairie. Le reste n'a finalement que peu d'importance. Mon rôle, c'est, comme lui, d'animer une équipe d'une 50aine de personnes, et même un petit peu plus, à travailler sur le terrain, à organiser des réunions chez l'habitant, à organiser des réunions publiques, à organiser des tractages, à organiser des rencontres avec l'habitant, faire les cages d'escalier, comme l'on dit, et les marchés, puisque c'est là que nous rencontrons un maximum de gens. Donc mon rôle est aussi d'animer en même temps que lui, comme il le fait, au mieux cette équipe. Alors vous le savez, lorsque je fais des interviews longs, je précise, pas 3 minutes, un petit peu plus, je pense que vous l'avez remarqué, nous avons pris pour partie, parce que c'est ça qui est intéressant au final, non pas de faire ce qu'on appelle des interviews croisées, mais donner la parole à chacun séparément, parce que ça permet d'avoir chaque personne indépendamment. Elle est plus à l'aise sur cet exercice seule plutôt que quand on a des interviews croisées. À propos, vous en avez fait un puisque vous avez représenté Jean-Pierre Collin récemment sur une autre radio. Comment ça s'est passé? Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé. Mais il est vrai que, contrairement à vos interviews, lorsque vous avez 1 minute pour exposer un programme, c'est toujours un exercice extrêmement compliqué. Et il est vrai que l'on sort d'une émission comme celle-là, celle à laquelle vous faites allusion, on en sort toujours un petit peu frustré parce qu'il y a toujours ce que l'on avait envie de dire et que l'on n'a pas eu le temps de dire. Donc c'est pour cette raison qu'avec plaisir je vous ai dit oui pour cette interview et que j'y réponds d'autant plus volontiers. Je vais faire, si vous me le permettez, une petite confidence personnelle. Je suis là pour écouter les gens. Alors vous l'avez vu, on a fait donc des thèmes et ce qui était intéressant, on posait la même question et on avait donc justement des réponses différentes mais prises séparément et non pas dans ce qu'on appelle des interviews croisées. On peut refaire un petit survol de ces thèmes-là avec vous? Oui, sans problème, bien évidemment. Je peux vous dire que nous avons bien évidemment, lorsque nous nous sommes retrouvés, étalé nos programmes respectifs. Alors bien évidemment, il y a des petites variantes. Bien sûr qu'ils ne sont pas totalement identiques, mais il y a quand même de grandes similitudes. C'est ce qui nous permet de cheminer ensemble vers cette élection. Alors j'aimerais donc qu'on ait un regard sur vous et sur les thèmes qu'on a déjà posés. Alors on va le faire un petit peu plus court, puisqu'on a fait donc l'interview de Jean-Pierre Collin donc en novembre. On va le faire succinctement, mais ça va permettre, comme je vous l'ai dit, de vous entendre, puisqu'on est là pour ça, pour vous entendre. Et donc on commence la liste des thèmes tels que vous les avez probablement entendus si vous avez déjà écouté certains de nos sujets, puisque ça a été posé exactement dans le même ordre, j'insiste bien. Et on va commencer par les impôts. Les impôts, ça n'est un secret pour personne. Nous sommes en tête de hit parade, malheureusement, à la Seine, et ce depuis bien longtemps déjà. Il est important que nous puissions donner une dynamique à cette ville, développer l'aspect économique, les retours économiques, provoquer, comment dirais-je, des arrivées d'entreprises qui vont dynamiser cette ville et également dynamiser son commerce, dynamiser tout cela, de manière à ce que l'économie ressurgisse dans cette ville
Alors maintenant, peut-être certains candidats vous diront qu'ils vont réduire les impôts dès l'année prochaine. Moi, je leur répondrai qu'ils mentent, qu'ils devraient se méfier parce que ça se voit, leur nez s'allonge. C'est une mission impossible. Par contre, plus raisonnablement, je pense que si nous arrivons à dynamiser comme nous souhaitons le faire, ce développement économique dont la ville a tellement besoin, je pense que dans les 2 ans qui viennent, à ce moment-là, nous allons pouvoir commencer sérieusement à penser à une diminution de ces impôts. Pour l'heure, je pense que le seul engagement que l'on puisse prendre, c'est de ne pas les augmenter. Très bien, on continue avec le thème suivant, ce sont les finances. Les finances, eh bien, c'est un peu la suite logique de votre première question. Bien évidemment, les finances de cette ville, vous le savez, elles sont exsangues. Nous sommes à un stade où les banques ne veulent plus prêter d'argent à la commune. Il n'y a plus d'argent disponible, va-t-on dire, et il est important, là aussi, que cette commune fasse des économies, et des économies importantes. Alors ces économies, elles doivent aller, entre autres choses, il conviendra malheureusement de faire des économies sur le personnel. Cette ville devrait pouvoir être gérée avec un effectif d'1 millier de personnes. Or, à ce jour, la commune de La Seyne a, je crois, à peu près 1700 employés. C'est beaucoup trop. Problème, c'est que chaque fois que nous approchons d'une échéance électorale, certains maires s'empressent d'embaucher beaucoup de gens, ce qui bien évidemment déclenche des votes favorables. Après, il convient peut-être aussi de renégocier certains marchés, le marché des eaux par exemple, du service des eaux, de la voirie, du ramassage des ordures ménagères, un certain nombre de marchés. Et il faut aussi valoriser les espaces. Aujourd'hui, nous avons donné une concession pour le futur port de Plaisance. Bien évidemment, ce port de Plaisance, j'y tiens d'autant plus que c'est moi-même qui l'avais lancé ce projet en 2001 lorsque nous sommes arrivés avec Arthur Pecht. Donc j'y suis particulièrement attaché, mais on peut malgré tout regretter que l'actuelle municipalité qui a renégocié ce marché, qui a refait un cahier des charges, demande à la société, à son délégataire, un loyer de ces espaces qui est ridiculement bas. Alors bien évidemment, ça y est, c'est signé, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais il nous appartiendra de ne plus tomber dans les mêmes travers. La suite des thèmes avec des thèmes maritimes. J'avais noté de la Grande Plaisance et puis justement la valorisation du littoral. J'ai cru remarquer sur la carte géographique que la Seine-sur-Mer était près du bord de mer. Écoutez, j'adore cette question. Je l'adore d'autant plus, comme je vous disais à l'instant, j'ai été l'initiateur de cette idée de port de plaisance. Je n'ai aucun mérite, je pratique moi-même la plaisance. J'ai un amour de la mer extrêmement prononcé. Je suis aussi également, je vous le dis au passage, titulaire du mérite maritime. J'ai aussi mis en route la zone d'activité Joseph Grimaud dans les années 2003-2004. J'ai fait venir là un certain nombre d'entreprises puisque j'étais en charge de cette délégation. Ces entreprises qui aujourd'hui encore sont parfaitement pérennes, travaillent bien, ont recruté au total une centaine d'employés. Ce sont de belles entreprises de très beau niveau. Il convenait effectivement de faire un choix sérieux. Il ne s'agissait pas de remplir cette zone à la va-vite, non, il s'agissait de faire un choix et là je pense avoir fait le bon. Et il en est de même aussi pour les escales de croisière, de grands paquebots de croisière. Là aujourd'hui on peut regretter que les croisiéristes qui débarquent à la Seyne, déjà première chose, ils croient qu'ils sont à Toulon, puisque lorsqu'ils achètent leur billet, on leur vend une escale à Toulon. Et lorsqu'ils viennent sur le port de la Seyne, il y en a un jour qui m'a demandé où se trouvait la place de la Liberté. Donc il convient de revaloriser l'image de cette ville de manière à ce que les croisiéristes qui arrivent sachent qu'ils sont à la Seyne et qu'à la Seyne il y a plein de choses à voir. Vous avez la corniche, vous avez le musée de Balaguier, vous avez la corniche merveilleuse, il y a le fort Napoléon, il y a beaucoup de choses à voir. Il convient d'être extrêmement actif pour capter cette clientèle-là et faire en sorte qu'elle ne parte pas ailleurs dans la commune voisine. Essentiellement, il convient que nous gardions ces croisiéristes parce qu'un croisiériste qui débarque à terre pour la journée dépense, ce sont les statistiques des chambres de commerce qui disent ça n'est pas moi, dépense en moyenne 100 € par jour et par personne. Lorsque l'on sait que ces bateaux-là transportent 4000 personnes, 4000 passagers, on va dire que si la moitié de ces 4000 passagers descendent se promener dans la Seyne et chacun laissant 100 €, je puis vous dire que ça dynamisera très largement l'économie du centre-ville. Eh bien le centre-ville, on va en parler dans quelques instants justement. On va continuer avec sport et jeunesse, la suite des thèmes. La ville de la Seyne est une ville finalement très sportive, très jeune, très sportive. On peut regretter toutefois que bon nombre de manifestations qui étaient des manifestations de beau niveau aient été délaissées, n'aient pas été
pérennisées comme elles auraient dû l'être. Nous avons un des plus beaux clubs de tennis de tout le littoral. Le tennis club de Barban, le tennis club municipal, est un site tout à fait extraordinaire qui se prête parfaitement à un grand tournoi. Pourquoi pas un tournoi international? Non, on a laissé ça péricliter. Nous avons la baie des Sablettes qui se prête merveilleusement bien à l'organisation de manifestations nautiques, à des championnats de dériveurs, de voile, de motonautisme. Pourquoi pas de plongée également? Donc nous avons des clubs qui sont parfaitement dynamiques. Nous avons un club de rugby, bon ça tout le monde le sait, ça marche très 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 bien. Nous avons un club de handball qui pourrait marcher beaucoup mieux encore, qui pourrait être à très haut niveau. Malheureusement, il faut savoir que ce club jouit de, je crois, 35 000 € de subventions municipales, alors que tous les autres clubs de handball de la même division, y compris les clubs qui sont dans notre région, par exemple Saint-Raphaël ou Montpellier, etc., sont aidés 4 fois plus par leur commune. Donc, comment voulez-vous qu'un club puisse se maintenir à haut niveau alors qu'il n'a pas les moyens financiers de payer simplement les déplacements qu'il doit faire pour aller rencontrer les autres équipes? C'est bien dommage. Alors, de tout cela, il convient que la commune aide au maximum ces associations sportives, ces clubs. Vous avez sur le port de Saint-Elme une société nautique, le Yacht Club des Sablettes, par exemple, vous avez des clubs de plongée. Eh bien, savez-vous qu'ils logent encore dans des algécos métalliques tout rouillés qu'ils ont à l'époque récupérés sur le site des anciens chantiers pour pouvoir s'abriter? Eh bien, ils sont toujours logés de la même manière, avec tous les dangers que ça représente, bien évidemment. Donc, il convient que, enfin, une municipalité se penche très fortement sur les installations sportives. La salle Maurice Baquet, j'y étais la semaine dernière, c'était le plancher qui se décollait. Le match qui devait avoir lieu a débuté une demi-heure plus tard parce qu'il a fallu réparer. Lorsqu'il pleut beaucoup, il faut mettre des bassines sur le parquet. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas pensable que l'on puisse avoir des équipements aussi mal entretenus dans la deuxième ville du Var. Très bien, la suite des thèmes avec police municipale. Alors, police municipale, je pense que là, vous voulez que nous parlions de la sécurité de la ville. Cette ville, je ne pense pas qu'on y soit en insécurité. Je n'y crois pas. Il n'y a pas des agressions récurrentes tous les jours. Non, c'est faux. À l'inverse, nous avons effectivement une sensation d'insécurité, une sorte de malaise. La nuit tombée, on n'a pas vraiment envie de se promener dans les rues du centre-ville. Pourquoi? Tout d'abord parce que ces rues sont très mal éclairées, parce que règne dans la ville une espèce d'anarchie totale, n'importe qui fait n'importe quoi. Vous avez les coins de dealers, c'est bien connu de toute la population. Il y a des gens de Toulon qui viennent se ravitailler à la Seine, et ça se fait dans le centre-ville. Si vous avez des gens qui stationnent au milieu de la rue et qui n'en ont rien à faire, des autres véhicules qui souhaitent passer, vous avez des gens qui stationnent sur les trottoirs. Si une dame doit passer avec la poussette et son bébé ou un handicapé, ces gens-là sont obligés d'emprunter le centre de la chaussée pour pouvoir passer, pour pouvoir circuler, tout simplement parce que il y a un incivisme extrêmement développé à la Seine. Et là, il convient de remettre de l'ordre dans tout cela. Il n'est pas normal que 2 heures après le ramassage des ordures ménagères, l'on retrouve sur les trottoirs des sacs poubelles. On les mettra le soir, on ne les mettra plus le matin après le ramassage. Tout cela contribue à mettre une sorte d'ambiance assez désagréable dans ce centre-ville, et ce qui emmène bien évidemment à une désertion des Seinois pour leur centre-ville. Le samedi après-midi, je vous invite à vous promener dans les rues du centre ancien à partir de 16h et vous verrez très vite qu'il n'y a plus personne dans ces rues, que ces rues sont désertées. Là, il convient à nouveau de remettre ce centre en sécurité. Non, je ne veux pas utiliser le mot de sécurité, mais il faut que nous apprenions tous à vivre avec l'autre, avec le respect de l'autre. Et pour ceux qui ne voudraient pas tenir compte de ces consignes, à ce moment-là, la police municipale doit être extrêmement beaucoup plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je pense que la police municipale doit consacrer beaucoup plus d'efforts, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, à combattre cet incivisme, plutôt qu'à mettre des PV aux gens qui ont dépassé de 10 minutes les limites du stationnement. Continue avec le thème suivant. C'est un petit peu en rapport. On en a parlé, on a évoqué un petit peu le sujet, on va le concrétiser. J'ai posé les questions, je dis à tout le monde, donc c'est les mêmes questions, c'est le même thème, personnel communal. Alors le personnel communal, moi pour l'avoir pratiqué, puisque j'ai fait un mandat déjà, je n'ai rien à dire sur le personnel communal. Par contre, il y a des gens extrêmement qualifiés, il y a des gens d'une très très bonne volonté, qui ont une notion du service public importante et qui sont prêts à travailler normalement
normalement au service de la population puisque c'est leur rôle. Malheureusement, nous avons un déficit d'encadrement dans cette commune. Et l'encadrement, vous savez, lorsque dans une entreprise, le personnel ne fonctionne pas au mieux de ce que l'on pourrait attendre, il n'est pas toujours nécessaire d'aller rechercher la faute auprès de ce personnel, mais peut-être auprès de sa direction. Et je pense que dès lors que les ordres qui sont donnés à ce personnel sont des ordres chargés de bon sens, le personnel se fera un plaisir de les appliquer et de les mettre en route. En dehors de ça, je n'ai jamais eu le temps d'un mandat à me plaindre du personnel de cette commune. Voilà, c'est un avis, voilà, vous comprenez la raison pour laquelle on pose les mêmes questions et on obtient des réponses totalement différentes et nous sommes là pour ça, bien évidemment. La suite du thème, c'est donc quelque chose d'assez important dans la ville puisque nous sommes bien placés pour le savoir, la vie associative. Là encore, comme je vous le disais pour la vie sportive, la vie associative est extrêmement développée à la Seine. Alors, il y a aussi, et ça il nous appartiendra parce que ça entre également dans des économies que nous devons faire, il y a aussi quelques associations dont on se demande un petit peu quel est l'objectif. On ne sait pas très bien. Et je puis vous dire que si nous parvenons à prendre les rênes de cette ville, ce sera une de nos missions prioritaires, à savoir aider les associations avec des subventions. Oui, il faut continuer surtout, car nous avons un grand besoin de ces associations qui contribuent très largement à la vie de la commune. Toutefois, il conviendra aussi qu'avec ces associations, nous fassions des conventions d'objectifs. Il ne s'agit pas de donner à certaines associations dont on ne connaît pas toujours très bien l'objet, on ne connaît pas toujours très bien quelles sont leurs activités. Je pense qu'il conviendra d'être un petit peu plus rigoureux là-dessus, aider mieux. Je vous prenais l'exemple de l'équipe du club de handball de la Seine, qui est largement sous-aidée. Eh bien, peut-être convient-il, au niveau où il est arrivé, ce club, de l'aider un petit peu mieux, et peut-être que cela devra se faire au détriment de certaines associations qui n'ont pratiquement aucune activité dans l'année, mais qui, à l'inverse, ont des subventions très confortables. Très bien, la suite des thèmes avec, là encore, quelque chose d'important, le transport, auquel j'ajoute systématiquement d'ailleurs, TPM, Toulon-Provence Méditerranée. Eh bien écoutez, le transport, nous avons une chance énorme dans cette ville. Moi, pour avoir travaillé pendant un certain nombre d'années à Marseille, je puis vous dire que les maires de Marseille successifs, que ce soit M. Vigouroux, M. Gaudin encore aujourd'hui, rêvent de pouvoir mettre en place un transport maritime comme nous l'avons dans cette rade. Eh bien, eux ne peuvent pas. Ils sont trop exposés au mauvais temps. Chaque coup de Mistral, les bateaux ne pourraient plus naviguer. À l'inverse, nous avons cette chance énorme, c'est que en toutes circonstances, quelles que soient les conditions météo, le transport se fait. Il se fait à la minute près, avec précision. Il n'y a pas d'embouteillage. C'est fort agréable de traverser la rade. Ça fait une mini-croisière de 20 minutes pour le prix d'un ticket de bus. Nous avons cette chance énorme. Alors peut-être qu'il conviendra de développer encore un petit peu ce type de transport, de l'intensifier un petit peu, peut-être également de mettre des bateaux qui feront des multi-escales au départ de Saint-Mandrier. Alors bien évidemment, par exemple, le maire de Saint-Mandrier ne voudra pas renoncer à ces lignes directes entre Saint-Mandrier et Toulon, et il aurait raison, mais peut-être qu'il conviendrait également de mettre quelques lignes qui partiraient de Saint-Mandrier, qui viendraient aux Sablettes, et qui iraient à Tamaris, et qui viendraient dans le centre de la Seine, et qui finiraient à Toulon. Ça permettrait d'une part, pour ceux qui ont le temps, une superbe promenade, mais aussi ça permettrait aux gens des quartiers sud ou de Saint-Mandrier de venir faire leur marché à la Seine, au lieu d'aller le faire à Toulon comme ça se passe trop fréquemment, malheureusement pour nous. Nous avons cette chance énorme, il convient de la développer autant que nous le pourrons. Ensuite, bien évidemment, nous sommes tous dans l'attente du TCSP dont on parle beaucoup, du tramway, alors quel qu'il soit sur rail ou sur pneu, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais il est important que nous mettions en place ce type de transport aussi. Il faut savoir que ce type de transport ne peut pas fonctionner si parallèlement nous n'installons pas des parkings à proximité des arrêts de ce TCSP. Alors on avait dit qu'on en parlait donc justement et on a évoqué le sujet tout à l'heure. Je vais regrouper les thèmes puisque je vais mettre centre-ville et commerce. Les deux se rapprochent un petit peu. Ce centre-ville, vous savez, tout est lié. Tout s'enchaîne. Problème économique, problème du commerce en centre-ville, problème de sécurité. Ça débouche également sur des problèmes du commerce. Savez-vous qu'il y a des commerçants qui, les soirs d'hiver, s'enferment à l'intérieur à partir de 17h, la nuit tombée, et qu'ils ouvrent leurs portes comme le font les banques avec un petit interrupteur. Bon, ça n'est pas normal. Alors, il convient, et par ailleurs, nous avons un peu plus de
50% des locaux commerciaux de la Seine qui sont fermés. Pourquoi sont-ils fermés ? Tout simplement parce que la Seine, ce que nous disions tout à l'heure à propos de l'incivisme, de l'insécurité, du manque de lumière le soir, tout ça fait que les gens, les Seinois, préfèrent très souvent aller faire leurs courses à Toulon ou dans les grandes surfaces environnantes. Et là, il convient que nous puissions réaviver ce centre-ville. Alors ce centre-ville, comment peut-on le réactiver ? Je pense que ça va commencer par y organiser un certain nombre de manifestations de beau niveau, de belles tenues. Il faut que nous fassions des marchés aux fleurs, tout faire pour ramener dans ce centre-ville la population du centre qui fuit, qui va ailleurs, et des quartiers environnants, et pourquoi pas également des villes environnantes. J'ai eu l'expérience de choses que nous avions réalisées il y a quelques années. C'était le salon du bateau que j'avais personnellement organisé, qui avait emmené sur le port de la Seine un peu plus de 30 000 personnes le temps d'un week-end. Eh bien, ces gens-là, ensuite, lorsqu'ils ont visité le salon du bateau, ils vont se promener dans les rues de la ville. Nous avions également organisé ce que nous appelions Couleur Printemps. Couleur Printemps avait emmené plus de 20 000 personnes le temps d'un week-end dans le centre-ville. Mais des personnes qui venaient d'ailleurs, pas des personnes qui étaient de la Seine. Non, ça venait d'ailleurs. C'était là des manifestations essentiellement destinées à animer le centre, bien sûr, mais aussi à changer l'image, à donner une image un petit peu différente de celle que nous avons aujourd'hui de la Seine. Tant que nous n'aurons pas réussi à changer l'image de cette ville, le commerce sera en difficulté. Mais ça fait partie d'une de nos tâches prioritaires. Alors, on a à peu près survolé tous les thèmes, puisque, je vous l'ai dit, on a fait en fait pratiquement l'interview que je fais à une tête de liste, mais j'ai cru remarquer, arrêtez-moi si je me trompe, mais je sais que je ne me trompe pas, que quand Jean-Pierre Collin n'est pas là, c'est vous qui prenez la parole, hein, c'est bien ça? Oh, écoutez, je prends la parole, mais nous disons à peu près la même chose. Oui, c'est ça, justement. Alors, je vous l'ai dit, et je l'ai dit d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vendredi, puisque j'ai donc fait une interview vendredi dernier, j'en ferai une autre mercredi prochain. On est comme vous, hein, on est un petit peu sollicité ces temps-ci, et c'est tant mieux. On vient vous poser des questions, mais on vient aussi vous écouter. Bah oui, parce qu'on est là pour ça. Alors donc, il y a une partie où c'est moi qui pose les questions, puis il y a une partie où c'est vous qui parlez, et là donc c'est un petit peu propos libre, mais je sais qu'il y aura du contenu. Oh, eh bien écoutez, si vous voulez que nous allions sur les propos libres, écoutez, cette ville, il est important, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'un bon médecin, avant d'établir un traitement, de faire une ordonnance, il doit faire son diagnostic. Je pense qu'il convient effectivement de faire ce diagnostic. Cette ville aujourd'hui est surendettée, sous-équipée, avec un incivisme galopant dans le centre-ville, avec un déficit de stationnement, des problèmes de circulation. Nous avons des problèmes d'entretien de la voirie. Je vous invite à prendre certaines rues. Eh bien, je vous assure, on a souvent l'impression d'être plus sur un toboggan que sur une chaussée. Il convient de faire en sorte que les espaces de cette commune soient des espaces propres, conviviaux, avenant des espaces où l'on a envie de se promener, où l'on a envie d'être. Il faut que nous arrivions à faire en sorte que les Seinois n'éprouvent plus l'envie de prendre le bateau pour aller faire leur marché à Toulon. Pour cela, tout est à faire. Tout est à faire parce que cette ville est dans l'abandon. Elle est dans l'abandon dans tous les domaines, quasiment. Là, il y a un énorme travail à faire, un travail passionnant, mais un travail à faire. C'est d'autant plus dommage que cette ville a un potentiel énorme. Cette ville est la ville qui possède, excepté hier avec ses îles, mais autrement c'est la ville du département qui possède la plus grande longueur de littoral maritime, de façade maritime. Nous avons la chance d'être à l'intérieur de la rade et d'être à l'extérieur, c'est-à-dire au nord et au sud de cette presqu'île des Sablettes. Et là, tout est à faire. Le long de la corniche de Tamaris pourrait être un endroit absolument extraordinaire. Ça l'a été, ça l'est toujours par le paysage, bien évidemment, qui lui n'a pas changé. Mais par contre, si vous voulez aller faire un jogging, vous risquez de vous tordre les chevilles. Si vous allez faire de la bicyclette, vous allez crever en passant dans les trous. Si vous y êtes en voiture, c'est un véritable toboggan. Si vous avez envie de vous promener avec la poussette et le bébé ou le handicapé sur son fauteuil, il ne peut pas le faire sans se mettre dans l'insécurité, dans le danger, parce que sur les trottoirs stationnent des voitures et empêchent ses
passage-là. Donc, tout est à remettre en ordre. Alors, des choses ont été faites dans la municipalité précédente. Le parc de la Navale, c'est une fort belle réalisation. Ce projet de port de plaisance qui doit absolument voir le jour, j'espère que ça sera le plus rapidement possible. Le projet de casino, pourquoi pas, oui, les travaux ont démarré, il faut que ça continue et que ça arrive au but. On peut quand même se poser un petit peu la question de savoir si c'était le lieu idéal pour faire un casino. Bon, on nous parle de cinéma un petit peu plus loin, de cinéma. Oui, la ville a besoin de quelques salles de cinéma. A-t-elle besoin de 9 salles? Je ne sais pas, je n'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que si l'on fait 9 salles, elle a besoin de plus de 100 places de parking, comme c'est le cas sur le cahier des charges de l'actuelle municipalité. Donc, il y a une marge de développement énorme. Il convient de développer également les escales de croisière. Il convient de mettre la ville en situation d'accueillir et de capter les croisiéristes. Et également d'aller rencontrer les responsables de ces croisières, les armateurs, et les convaincre de venir à la Seine. Nous avons cette chance, c'est que la Seine possède un quai d'accostage, le quai d'armement, où accostent ces grands bateaux, qui est le quai le plus sûr par rapport aux conditions météorologiques. C'est le quai le plus sûr de tout le littoral méditerranéen. Lorsque les bateaux ne peuvent pas rentrer dans le port de Marseille, ils viennent là. Quel que soit le vent dominant, il y a 2 vents dominants, le vent d'est, le vent d'ouest. Le quai est dans l'axe de ces 2 vents. Ce qui veut dire qu'un commandant de bateau peut accoster son navire en toutes circonstances, sans avoir à faire appel à des remorqueurs ou dans des conditions souvent un peu scabreuses, comme c'est le cas à Marseille ou dans certains autres ports. Nous avons cet atout. Je suis largement favorable à l'installation sur le site d'un grand aquarium, par exemple, à l'identique de celui de Gênes ou celui de La Rochelle ou celui de Brest ou même celui de Dunkerque, qui sont des aquariums qui attirent à peu près 1 million de visiteurs par an. Vous imaginez 1 million de visiteurs par an ici à la Seine. L'intérêt que ça peut avoir pour le commerce local, pour l'hôtellerie, y compris pour les croisiéristes, puisque les croisiéristes vendent des excursions à bord de leur bateau, ce qui fait que lorsque le passager descend, il embarque dans un bus, on l'emmène au Castellet, à Sanary, à Bandol ou à Saint-Tropez. Eh bien moi j'aimerais bien qu'il reste à la Seine. Et si nous avons des équipements tels que le casino, le port de plaisance, un grand aquarium, un aquarium de grande taille, j'entends, avec des grands poissons, si nous dynamisons un petit peu le fort de Balaguier, le fort Napoléon, tout ça, il y a largement de quoi faire passer une agréable journée aux passagers d'un bateau de croisière. Ce qui nous permettrait de capter tous ces passagers et au lieu de les voir partir ailleurs, les garder sur la Seine. Là aussi, nous contribuerions très largement à redynamiser cette ville. Et puis, il n'y a pas que ça. Un petit peu plus loin va s'installer Monaco Marine grâce à TPM, à Port-Toulon-Provence, qui est le concessionnaire d'un certain nombre d'espaces de notre littoral. Monaco Marine est une société qui fait du refit de grands bateaux de plaisance, qui est installée à La Ciotat, qui va installer ici un outil complémentaire de celui de La Ciotat pour des bateaux de taille un petit peu inférieure. Mais Monaco Marine est une entreprise de pointe dans ce domaine. Donc là aussi, nous allons développer de l'emploi. Il devrait y avoir une centaine d'emplois qui devraient être créés au total. Il y a encore des friches le long de la corniche, de grandes friches qui appartiennent au CNIM, qui appartiennent à la société Total, qui appartiennent aux douanes. Il appartient là à la commune, au maire, de prendre attache avec les responsables de chez Total, avec les responsables des CNIM, de manière à ce qu'on trouve un terrain d'entente pour que ces friches ne restent pas des friches ad vitam aeternam. Il ne faut pas non plus que, comme certains le souhaiteraient, utiliser ces espaces-là pour en faire de l'habitat. Cette ville a ce qu'il faut. Je ne suis pas sûr du tout qu'elle doive s'agrandir encore, que sa population doive augmenter beaucoup. Par contre, ce sont des espaces qui peuvent accueillir des outils en adéquation avec le tourisme et avec l'économie locale. Je précise également que tous ces équipements dont je parle sont des équipements financés par le privé, en aucune manière par la commune. La commune, elle, a tout à gagner dans ces affaires-là. Très bien, alors je reviens un petit peu au début. Lorsqu'on a fait l'inauguration de votre permanence, donc en septembre 2013, on s'était promis de nous revoir. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas et ça me fait le plus grand plaisir. Très bien, voilà, c'était donc votre interview, puisque donc on avait promis de venir et c'est fait aujourd'hui, très rapidement, parce que ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble, et alors que je répète, les dates des élections, c'est donc le 23 et le 30 mars. Il nous reste à peu près 7 semaines, donc aujourd'hui, les 7 semaines, vous les voyez comment ? Oh, eh bien écoutez,
écoutez, je les vois sur le terrain comme nous y sommes en ce moment. Aller à la rencontre des Seynois, c'est le moment. Il faut convaincre les Seynois que notre projet est le meilleur. D'autant plus qu'il n'y a pas de projet pharaonique dans notre programme. Il n'y a pas de promesses que nous ne pourrons pas tenir. Certains vous parlent de tunnels, d'autres vous parlent de ponts, d'autres vous parlent de je ne sais quoi. Tous seront dans l'incapacité, malheureusement, de mener à terme leurs promesses, de les conduire au bout, parce que financièrement, ça sera impossible. Mais il y a également des empêchements majeurs qui sont des empêchements pratiques, au-delà de l'aspect financier. Je vois mal un pont enjambant la rade, passant à hauteur du pont d'envol du porte-avions Charles de Gaulle. Je ne suis pas du tout sûr que le ministre de la Défense soit d'accord pour cela. De la même manière, passer sous la rade de Toulon, ça n'est pas quelque chose de très cohérent non plus. Nos projets sont des projets raisonnables, en adéquation avec l'état de la ville actuellement. Il n'y a aucun de ces projets que nous ne pourrons pas mener à terme. Alors on s'était promis de nous revoir, c'est le cas aujourd'hui. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir d'ici cette semaine qui nous reste. Et comme je l'ai précisé, nous aurons bien évidemment, après les élections municipales, l'occasion de nous revoir si besoin s'en fait sentir et si vous avez donc justement quelque chose à nous dire. Nous sommes d'accord ? Nous sommes tout à fait d'accord. Je vous remercie vraiment très très sincèrement et puis à très bientôt. Mais merci à vous. Les élections municipales de 2014 nous ont permis de pouvoir interviewer les politiques pour connaître leur programme électoral, avec notamment les interviews des têtes de liste. Nous donnerons la parole aussi aux politiques non têtes de liste capables de nous apporter une information de qualité. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.